Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon troisième point lecture pour le mois de janvier. Et du coup dans cette vidéo, j'ai 4 romans ainsi que 2 titres graphiques à vous présenter. Je vous parlerai donc tout d'abord de L'épée de l'hiver par Martha Randall, publié aux éditions des Moutons électriques. Ensuite, je vous parlerai de Grisha, le tome 3, L'oiseau de feu par Laïs Bardugo aux éditions Milan. Après, ce sera au tour du Dompteur d'avalanche par Margot Delorme, à nouveau aux Moutons électriques. Et enfin, je terminerai du côté des romans avec le dernier Baptiste Beaulieu qui s'appelle Toutes les histoires d'amour du monde et qui est publié aux éditions Mazarine. Et du côté des graphiques, je vous parlerai tout d'abord du Cimetière des mots doux par Agnès Ledig et Frédéric Pilot chez Albin Michel Jeunesse. Et je vous parlerai ensuite de IRL dans la vraie vie par Cory Doctorow et Jen Wang qui est celui-ci aux éditions Achilleos. Alors, je vais donc attaquer avec L'épée de l'hiver par Martha Randall aux éditions des Moutons électriques. C'est un roman de fantasy, il a été publié pour la première fois dans les années 80, donc il y a quelques temps maintenant. Et donc il est sorti aux éditions des Moutons électriques. Dans cette édition-ci, il fait quelque chose comme 235 pages, en sachant que ce sont des pages quand même assez chargées. Et que c'est un récit qui est assez moderne dans ce qu'il raconte, mais que malgré tout on sent qu'il a été écrit, en tout cas pas forcément il y a plusieurs années, mais en tout cas on sent qu'il a été écrit avec soin. Et du coup c'est une écriture qui est très belle, mais qui est également quand même assez travaillée. Donc voilà, il est un petit peu traître sur sa petite épaisseur. Ça reste quand même un roman sur lequel il faut s'accrocher parce que le vocabulaire est assez soutenu et qu'on ne rentre pas dedans aussi facilement que dans d'autres romans de fantasy. Donc voilà, ça reste de la fantasy assez descriptive, même si elle n'est pas entièrement. Du côté de l'histoire, en fait, on va suivre une jeune femme qui est une cavalière, qui est donc en fait une messagère du roi, en sachant qu'elle n'est pas forcément ni côté du roi ni d'un autre côté. Voilà, son rôle c'est juste de transmettre les messages. Et cette cavalière en fait va se prendre d'affection pour un petit garçon qu'elle va décider d'enlever de là où il est, qui n'est pas une très bonne position, et qui va l'emmener avec lui. Et ce petit garçon en fait lui est à la recherche de ses parents, de savoir ce qui leur est arrivé et s'ils sont encore en vie. Et du coup donc on va suivre ces deux personnages là avec le lien qui va se tisser entre eux. Et à côté de ça, on a aussi toute l'histoire de succession, puisque le roi est en train de mourir et qu'il a plusieurs héritiers potentiels qui clairement se font la guerre pour savoir qui va succéder. Mais ils se font pas la guerre genre sur un champ de bataille, ils se font la guerre au sein du palais. Et il y a beaucoup de jeux d'espionnage, de personnes qui sont mises en danger, etc. pour essayer de prendre le pouvoir. C'est un roman que j'ai trouvé vraiment intéressant. La seule petite chose, c'est du côté du fait qu'il a été écrit il y a de ça bientôt 40 ans, je trouve que ça sent juste au niveau de l'histoire qui est peut-être un petit peu classique et qui maintenant, avec tout ce qui s'est écrit depuis, du coup voilà, se met un petit peu dans la masse. Peut-être qu'à l'époque il était plus original, mais sinon ça reste quand même une chouette histoire. J'ai beaucoup aimé la relation entre cette cavalière qui est quand même assez bourrue et le petit garçon, et tous les différents personnages et les jeux de cours et d'intrigue et de manigance dans tous les sens. Voilà, ça m'a vraiment bien plu. L'écriture pour ma part je l'ai trouvée très jolie, mais même si c'est vrai que voilà, elle ne permet pas forcément une immersion très facile. Mais en tout cas pour moi ça a été une bonne lecture et j'ai mis la note de 16/20. Ensuite, je me suis donc lancée dans le tome 3 de Grisha par Laïs Bardugo aux éditions Milan. Ici on est à nouveau sur de la fantasy, mais pour le coup de la fantasy adolescente. On est sur quelque chose qui est du coup beaucoup plus accessible, qui se lit très facilement même. Et donc pour ce qui est de l'histoire, pour l'histoire du premier tome, en fait on découvre donc Alina qui est une jeune fille qui a un meilleur ami qui s'appelle Mal, avec lequel elle a grandi dans un orphelinat. Et en fait, on va découvrir qu'Alina est une Grisha. En fait, tous les enfants sont testés, mais son pouvoir n'avait pas été détecté à ce moment-là, puisque les Grishas sont donc des personnes qui sont dotées de pouvoir. Elles sont réparties en différentes castes suivant ce qu'elles peuvent faire comme pouvoir. Et Alina est un petit peu hors caste, elle a des pouvoirs qui sont très rares et qui ne se sont, je sais plus s'ils se sont jamais manifestés ou si ça se compte sur les doigts d'une main, mais voilà, en tout cas du coup elle a un statut un petit peu particulier. Et après elle faisait la rencontre du grand méchant, le Darkling, qui essaye un petit peu de lui retourner le cerveau.
Et voilà, et donc en fait petit à petit on voit vraiment l'évolution d'Alina, comment elle découvre de plus en plus son pouvoir et surtout comment est-ce qu'elle se l'approprie de plus en plus et comment est-ce qu'elle grandit avec lui. Au début c'est vraiment une petite adolescente assez quelconque si on peut dire ça, enfin qui se fond bien dans la masse alors que c'est plus du tout le cas à la fin. J'aime pour ma part énormément le personnage de Mal et je dois dire qu'il est pas forcément toujours très bien mis en avant et qu'il lui arrive pas que des choses très sympas. Et voilà, après du côté d'Alina j'ai souvent eu plus de mal avec elle tout au long de la trilogie. Je trouve qu'elle a certains agissements qui sont un petit peu voilà, pas forcément très compréhensible, un petit peu stéréotypé adolescent. J'aime également énormément le personnage de Genya, qui est une Grisha adulte que je trouve géniale. Et j'ai beaucoup de mal avec le personnage de Darkling, pas seulement parce que c'est le méchant et que du coup c'est un méchant, mais ouais, je sais pas, j'ai du mal avec la construction du personnage. Donc voilà, du coup mon avis en fait sur les tomes précédents était bon mais sans être excellent. En plus de ça, Grisha se situe dans le même univers que Six of Crows et pour le coup j'adore Six of Crows et je trouve ça vraiment mieux et je trouve ça plus mature et plus original et mieux construit, enfin voilà, je trouve ça mieux. Pour le coup dans Grisha malheureusement jusqu'au bout de la trilogie il y a quand même certaines choses un petit peu classiques en fantasy adolescente, enfin ou en roman imaginaire adolescent, avec une héroïne qui est un petit peu en mode enfin voilà. Donc ça reste une bonne lecture pour moi, mais clairement toujours pas au niveau de Six of Crows. Et du coup j'ai mis la note de 16 sur 20. Après ça, j'ai encore lu un roman de fantasy et je suis retournée au Mouton électrique avec Le Dompteur d'Avalanche par Margot Delorme. On est ici sur un roman qui a été présenté comme étant une fantaisie montagnarde dans l'esprit d'Hayao Miyazaki, autrement dit il ne m'en fallait pas plus pour me donner envie. En fait, on va suivre l'histoire de Ditto, qui est un jeune garçon qui conduit les ânes à travers la forêt. Et un jour, il va se faire attaquer par une sorte de dragon. Et Ditto, à ce moment-là, va déclencher une avalanche. D'où le titre. Et du coup, il va se découvrir donc ses pouvoirs qu'il ne savait pas qu'il avait. Et ensuite de ça, va se mener une sorte de quête pour essayer de se comprendre soi-même, de comprendre son pouvoir, de trouver quelqu'un qui pourra l'aider avec ça, etc. Et on découvre en même temps tout l'univers, comment sont vus ce type de pouvoir. Il va faire la route avec différents compagnons, notamment quelques animaux, et on va découvrir tout ça. Je dois dire que j'aimais vraiment bien le début, j'ai bien accroché vraiment dès le début et ensuite j'ai trouvé que l'histoire était un petit peu plus brouillonne et elle m'a plus perdue sur la fin. Il y a certaines choses que je trouvais pas forcément très claires. Et en plus de ça, je pense que le livre regorge de références à énormément de choses et je pense qu'il y en a beaucoup que j'ai raté. Même dans les noms qui étaient donnés, je pense qu'il y en avait beaucoup, il y en avait beaucoup qui je pense étaient des jeux de mots. Et il y en a certains que j'ai trouvés, mais il y en a beaucoup que j'ai pas trouvé. Et voilà, du coup, je pense ne pas avoir tout saisi du roman. Et je trouve ça dommage qu'il soit pas resté sur la même lignée que le début, qui était très vif, très moderne, très prenant et drôle et tout ça. Et voilà, je regrette un petit peu que ce soit pas resté sur cette lignée-là. Mais en tout cas, sinon ça a été une bonne lecture et pour le coup, c'est vraiment le même format que le précédent des Moutons électriques, c'est à peu près le même nombre de pages, mais celui-ci se lisait vraiment beaucoup plus facilement, surtout au début, puisque donc à la fin, il m'a un petit peu paumé. Mais bon, du coup, j'ai mis la note de 15 sur 20. Et du coup, pour terminer du côté des romans, j'ai donc lu Toutes les histoires d'amour du monde par Baptiste Beaulieu aux éditions Mazarine. C'est un roman que j'avais dans ma palle depuis quelques temps maintenant, depuis un bon 3 mois je crois en numérique et 2 mois en papier. Donc je l'ai quand même beaucoup fait traîner, surtout que si vous le savez, j'adore vraiment Baptiste Beaulieu, c'est un auteur que j'aime énormément. J'ai adoré tous ses romans. Et du coup je me suis lancée dans celui-ci en sachant que c'est un roman un petit peu particulier puisque j'avais un petit peu suivi tout ce qui s'en disait autour. En fait, Baptiste Beaulieu a écrit ce roman autour de l'histoire de sa famille et l'histoire qu'on a dedans est une histoire vraie et c'est vrai que ça me touche particulièrement. En fait, donc, on suit dans l'histoire un jeune garçon, enfin non pas un jeune garçon, on suit dans l'histoire un jeune homme qui s'appelle Jean dans l'histoire, qu'on devine être Baptiste Beaulieu, qui va découvrir dans l'ancien grenier de son grand-père Moïse des lettres qui sont adressées à une certaine Anne-Lise, sauf que personne dans la famille ne sait qui est Anne-Lise, personne n'en a entendu parler. Et donc en fait toutes ces lettres ont été découvertes tout d'abord par le père de Jean qui s'appelle, j'ai perdu le prénom, mais en fait donc le père va découvrir ces lettres en premier, il va toutes les lire
ça va pas mal le marquer et ensuite Jean va les découvrir à son tour et donc on va suivre ce qui se passe au fur et à mesure qu'il les découvre et ce qui se passe avec le reste de sa famille. Et en fait c'est vraiment un livre aussi sur ce qui ne se dit pas dans la famille, un peu sur les secrets de famille, mais aussi sur la relation entre le père et le fils. On va découvrir la relation entre Moïse et son fils et entre le fils et Jean, qui est donc le petit-fils. Et on voit en fait ce qu'il y a dans cette famille qui pêche dans les relations de père-fils et pourquoi est-ce que c'est compliqué pour ces gens-là. Et en fait ça va vraiment surprendre tout le monde parce que les lettres qui sont adressées à Annelise sont des lettres extrêmement tendres qui parlent de beaucoup de choses que tout le monde ignore et qui montrent vraiment une autre facette très tendre, très amoureuse du père, du grand-père, alors que personne dans la famille n'a jamais vu comme ça. Et donc ce roman, les 200 premières pages à peu près donc, nous situent tout ça, les lettres, ce qu'on trouve, le début des lettres à Annelise, etc., qui sont écrites tous les ans le 3 avril. Tous les ans le 3 avril, le grand-père donc, raconte sa vie en fait à Annelise, ce jusqu'à sa mort. Et après ça, donc, on va, à partir de la page 200 à peu près, on comprend à peu près ce qui se trame et c'est un roman très fort. Et en fait, après, les dernières pages pour ma part m'ont fait pleurer, mais en continu, c'est une histoire qui est très belle et qui en même temps est affreuse. Voilà. Et du coup, ce que nous explique le roman au fur et à mesure et sur la fin, c'est qu'en fait il a été écrit comme étant une bouteille à la mer. Donc Baptiste Beaulieu l'a écrit parce que donc, dans sa famille, il y a une personne qui a beaucoup compté et qui est donc cette Annelise, qui s'appelle Annelise Schmidt, qui est allemande et qui serait allée vivre aux États-Unis. À la fin de la Première Guerre mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pardon, qui était une enfant à cette époque, et donc Baptiste Beaulieu en fait a écrit ce livre comme une sorte de bouteille à la mer pour essayer de retrouver cette personne. Et je trouve que c'est une très belle histoire et très touchante. Et donc pour moi finalement ce livre a été un petit coup de cœur mais qui s'est vraiment installé au fur et à mesure des pages, c'est-à-dire qu'au tout début je me disais juste que c'était sympa. Après j'ai compris l'ampleur du truc et la fin m'a vraiment beaucoup fait pleurer. Il y a également un très beau passage je trouve autour de la page 350 qui m'a beaucoup touchée, mais je pense que ça m'a aussi beaucoup touchée parce que je suis Baptiste Beaulieu sur les réseaux sociaux et que je connais ses combats, etc. Et voilà, et du coup ça m'a fait un petit quelque chose. Mais voilà, sinon c'est quand même une très très belle histoire, je vous la recommande très vivement. C'est un roman assez particulier et voilà, et j'en ai parlé avec Baptiste Beaulieu un petit peu, mais vraiment je le remercie beaucoup pour avoir mis sur papier cette histoire, certes pour découvrir Annelise, mais aussi juste d'avoir partagé en fait cette très très belle histoire qu'il y a dans sa famille. Donc voilà. Du coup, je lui ai mis la note de 19 sur 20, ça a été un petit coup de cœur qui s'est vraiment installé au fur et à mesure. Et ensuite, donc du coup, du côté des graphiques, tout d'abord, je vais vous parler du Cimetière des mots doux par Agnès Ledig et Frédéric Pilot, qui est publié chez Albin Michel Jeunesse. C'est un album que j'ai reçu de leur part. En fait, j'avais rencontré Agnès Ledig au moment où elle sortait son premier album avec Frédéric Pilot, qui s'appelait Le petit arbre qui voulait devenir un nuage, que j'avais bien aimé, mais j'ai préféré celui-ci. En fait, dans celui-ci, on va suivre l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Annabelle et qui a un amoureux. Et en fait, ce livre parle du deuil pour les enfants et de la maladie. Et c'est très bien abordé, et c'est abordé en montrant qu'il y a de la tristesse, mais qu'il y a aussi d'autres choses, et qu'il y a des bons souvenirs, et qu'il y a différents moyens un petit peu de passer au-dessus. Enfin voilà, je trouvais que c'était vraiment très bien fait pour des jeunes enfants. Les dessins sont très doux et très mignons comme là, et voilà, et c'est un chouette message, et je pense que c'est un message difficile à faire passer à un enfant, et pourquoi pas donc avec cet ouvrage. Et le second que j'ai lu, c'était un emprunt médiathèque, et il s'agit donc de IRL dans la vraie vie par Cory Doctorow et Jen Wang. Il s'agit en fait de l'histoire d'une jeune fille qui est une fille assez classique, ordinaire, qui va en fait être invitée à jouer dans un jeu de rôle, et ces jeux de rôle en fait vont rapporter de l'argent au fur et à mesure des missions, et elle va se rendre compte que parmi les autres joueurs qui existent, il y en a certains pour lesquels tout le monde lui dit que voilà, c'est rien, ce sont des personnages que tu peux tuer, etc. Et en fait il y a des personnes derrière, et derrière ces personnes, il y a des conditions de travail qui ne sont pas forcément très bonnes, puisque en fait, elle va découvrir qu'il y a des personnes à l'autre bout du monde qui jouent en ligne et dans des très mauvaises conditions de travail.
Donc voilà, ça parle, c'est vrai que du coup ça parle un petit peu d'économie et tout ça, ou en tout cas d'ouvrir les yeux sur le monde et sur ce qu'il y a autour, et ce même à travers un domaine comme les jeux vidéo qui paraît être un domaine assez détente et assez futile. Donc voilà, j'ai bien aimé. J'aime bien les dessins, donc les dessins dans l'univers de jeux vidéo ressemblent à ceci, ils sont vraiment très colorés en général. Et ici on est sur des dessins donc plus dans la vie quotidienne. Donc voilà, j'ai bien aimé cette bande dessinée et je vous la recommande si ça vous tente. Donc voilà, du coup j'en ai fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, est-ce que vous en aviez pensé, ou si je vous ai donné envie d'en découvrir certains. Et puis pour ma part je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!